bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette Creative Talk numéro 3. Nous allons démarrer cette Creative Talk par une présentation de nos invités. Je serai accompagné ce soir par Idir, qui est notre professeur référent en Bachelor Game Design. Et puis nous accueillons les classes de Game Design. Faites du bruit. Alors, on a quelques guests parmi ces étudiants. Il y a d'autres étudiants qui viennent d'autres filières. Je reconnais certains d'entre eux qui sont en Motion, par exemple, en Motion 3D et autres. Donc, merci d'être là ce soir, parce que c'est important que vous soyez ici en présentiel avec nos invités, que je vais évidemment introduire. Donc, Oscar Guibert, CEO de Dontnod Entertainment. Bonsoir, Oscar. Bonsoir. Très heureux d'être là. Et Samuel Jacques, qui est Chief Content de ces Dontnod Entertainment. Oui, bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Et en quoi ça consiste, c'est quoi Dontnod? Expliquez-nous un petit peu. Dontnod est un studio de développement et d'édition de jeux vidéo. Donc un studio qui est basé à Paris, qui est composé de maintenant plus de 300 employés. Donc de belles équipes. On travaille aujourd'hui sur 5 productions à Paris. On est aussi basé à Montréal, donc une production à Montréal. Et on fait aussi en édite maintenant un studio en externe qui lui est basé à Copenhague. Donc ça fait 7 projets en tout si on compte bien. C'est le studio qui a fait un succès, un hit, on va dire un blockbuster mondial qui s'appelle Life is Strange. Qui a fait des millions de joueurs, enfin qui a pu à des millions de joueurs, et qui est aujourd'hui, je pense, un des jeux leaders sur ce qu'on appelle le jeu narratif épisodique, puisqu'après il y a eu Life is Strange 2, et puis plus récemment Life is Strange 3 aussi, mais Life is Strange 3 c'est pas nous, c'est un autre studio, un studio américain. Voilà. Je ne sais pas si Samuel, tu veux rajouter quelque chose. Non, tu l'as très bien présenté, j'ai rien à rajouter, mais effectivement, depuis 2008, ça va faire 13 ans. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses, notamment effectivement un projet qui s'appelait Remember Me. Ah oui. Je n'y étais pas à l'époque, je l'ai vu. Pour la petite histoire, j'ai vu partir Oscar, on a travaillé ensemble chez Ubisoft. Et c'est une anecdote que je raconte toujours avec plaisir. Je l'ai vu partir en disant, moi, ciao les mecs, je vais aller créer un studio de jeux vidéo, on va faire du AAA. Et je lui ai toujours dit, écoute Oscar, ce jour-là, j'aurais eu 10 000 €. Je te les aurais pas donnés. Parce que j'y croyais absolument pas. C'était vraiment couillu de partir, de lancer un projet de société comme ça. Et voilà. Donc finalement tu m'as rejoint, donc t'as qu'à être un peu compliqué. En fait. Ouais. Mais non, c'est étonnant de voir effectivement la progression de la société parce qu'elle a passé beaucoup d'étapes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des enjeux pour nous, ce n'est plus simplement d'être développeur, mais d'être éditeur de nos jeux. Alors ça, c'est un point très important. J'ai connu évidemment Dontnod avec la production de Life is Strange. Je participais à la communication sur le premier épisode chez Square Enix. Et c'est vrai que finalement, on voit ce studio français, parisien, qui commence une collaboration avec Capcom, ensuite Square Enix, Focus, et maintenant qui édite. En préambule, finalement, vous êtes créateur, concepteur, mais vous êtes aussi capable de vous représenter vous-même. Oui, c'était une stratégie qu'on a mis en place, puisqu'on voit que ce qui est important, c'est d'être, on va dire, propriétaire de ses créations, pas devoir tout de suite les vendre pour pouvoir survivre, ce qui est encore le cas de beaucoup de studios. Donc c'est un process qu'on a démarré en 2018 avec une introduction en bourse, un certain nombre de financements que nous avons pu mettre en place pour justement nous permettre d'accomplir cette stratégie et de passer de créateur pur à créateur et éditeur qui contrôle vraiment toute la chaîne de valeur en quelque sorte de nos productions. Je vais juste rajouter quelque chose que je trouve, je dis ça, c'est
ce que je trouve assez exceptionnel avec Dontnod, je pense que c'est vraiment ce qui, moi, avant de les rejoindre, m'a impressionné, c'est que c'est un studio qui a réussi à faire toujours des créations originales, à créer des IP, alors que développer un jeu vidéo, c'est assez compliqué, et souvent on est tenté effectivement de travailler pour les uns ou les autres, sur des licences des uns ou des autres, ce qui est très bien d'ailleurs, mais Dontnod a toujours réussi à finalement... je pense que je sais pas si c'est par manque, je pense pas que ce soit par manque d'opportunité, au contraire, mais finalement on a toujours choisi de faire nos propres jeux. Alors, on va aborder cette question de la création du jeu au travers en fait de 4 étapes qui nous sont chères ici à l'école, puisque les étudiants apprennent ces 4 étapes. Donc on va passer par l'immersion, la conception, la formulation et l'exécution. Et je vous propose, afin d'introduire ces 4 étapes, de regarder un des premiers trailers que vous nous avez gentiment apporté, qui est Life is Strange 2. On va diffuser ce trailer et vous avez tout le loisir, puisque vous avez le retour ici, de commenter les images du jeu pour nous expliquer un petit peu votre démarche, notamment basée sur l'immersion, basée sur la recherche, la documentation, comment aborder tel ou tel sujet. Voilà, ce sont évidemment des éléments qui nous importent ici. Peggy 18. Once upon a time, in a wild world. On n'a pas de son ici, mais j'imagine que c'est parce que la musique est justement très importante chez Dontnod. En parlant de l'immersion, pour ce jeu, en fait, les directeurs créatifs, les deux directeurs créatifs sont partis sur la côte ouest américaine faire un road trip un peu découvrir cette partie des États-Unis, découvrir un peu quelle vie pouvaient vivre nos deux personnages, Sean et Daniel de Life is Strange 2, comment ça pouvait se passer, faire un certain nombre de rencontres, un peu vivre leur vie en fait, et aussi en parallèle commencer à écrire cette histoire. Donc pour eux c'était vraiment, je pense, fondamental effectivement de s'immerger dans cet univers, de s'immerger dans ces petites villes, de croiser des drifters, des gens qui sont sur la route, je dirais, sur cette côte ouest, et de commencer à construire cette histoire. Alors après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres étapes, il y a beaucoup de travail aussi au studio, mais voilà, c'est un démarrage, et souvent on fait ça sur à peu près tous nos titres. On a cette étape effectivement que nous n'appelons pas d'immersion, mais qu'on appelle différemment, mais c'est pas grave. Ça s'appelle faire ses devoirs, tout simplement. chacun ses définitions. Mais c'est très important. Donc pour Life is Strange 2, c'était la côte ouest américaine. Pour Tell Me Why, c'était un voyage en Alaska, puisque le jeu se passe en Alaska. Pour Vampire, c'était Londres, évidemment. Voilà. Donc ça. C'est toujours un vrai, je pense que c'est quelque chose de très important de rentrer là-dedans. Puis vous avez commencé à Paris ? Puis voilà, pour Remember Me, c'était facile. Il y avait juste à se balader dans les rues de Paris. Mais pour Remember Me, il y avait un gros boulot. Donc là, c'est Alain Damasio qui a travaillé sur toute la partie écriture, on va dire, du jeu, même si Stéphane Beauverger l'a rejoint après, aussi un super boulot. C'était tout son univers, je sais pas comment on peut appeler ça, d'anticipation, de science-fiction qu'Alain Damasio avait, avec un certain nombre de livres qu'il a écrits dans cet univers de cyberpunk. Mais c'est vrai, c'est aussi vrai pour Stéphane Beauverger. Donc pour eux, l'immersion était un peu simple, puisque c'était un peu leur univers dans quoi ils vivaient et créaient depuis toujours. Donc c'est bien aussi de s'immerger, mais c'est bien aussi de s'entourer parfois de gens qui sont déjà eux dans ces univers-là, quoi. Alors justement, sur un titre comme Life is Strange, on pouvait s'attendre à une écriture peut-être imaginée en français. C'est un jeu qui est
absolument. Donc tous les dialogues sont en anglais, c'est très très bien écrit. Il y a énormément de références. Sur le premier, c'était beaucoup Twin Peaks, etc. Comment, en fait, vous, en tant que Français, vous créez ces univers en pensant anglo-saxon ? Alors justement, nous depuis le départ, on voulait pas de ce côté French Touch, quoi. Ça nous intéressait pas. On voulait pas de ça. On voulait plutôt qu'un Américain se dise, quand je joue à ce jeu, c'est un jeu américain. Quand un Allemand il joue, il s'y retrouve, etc. Et on était tous baignés par effectivement la culture des séries plutôt américaines à l'époque, parce que c'était quand même ces séries-là qui apportaient quelque chose, je trouve, où il y avait une vraie innovation. Avec HBO, avec ce type de chaîne-là qui commençait à démarrer. C'était il y a une éternité, je ne suis pas sûr que vous étiez tous nés. mais voilà, et donc c'est ça qu'on voulait faire, c'est se dire, ok, ça existe au cinéma, ça existe dans la série télé, mais finalement ce type de thème, ce type d'approche existe assez peu en jeu vidéo, donc on a voulu le développer. Mais on écrivait, et peut-être que tu veux reprendre ça, on écrit toujours en français, donc la Bible. Par contre, tout l'aspect dialogue authentique, là, est fait par des dialoguistes américains. Donc toute l'arche narrative, en quelque sorte, elle est faite en français, puis derrière, tout est dialogué directement en anglais. En fait, on a beaucoup d'équipes de conception différentes. Aujourd'hui, comme le soulignait Oscar, on en a 5 à Paris et 1 à Montréal. Donc chacune a son propre mode de fonctionnement, mais une des constantes, effectivement, c'est que forcément, on a toujours un directeur narratif dès le départ sur les projets. Et souvent, effectivement, les idées commencent à naître effectivement en France, en français. Mais il y a tout un enjeu culturel. On comprend parfaitement que, nous, Français parisiens, comment représenter de manière authentique, crédible et aussi intègre, effectivement, ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Et je pense que, moi, c'est ce que je vois à chaque fois dans le travail des équipes. On essaye effectivement d'avoir d'approcher tous les sujets de manière assez humble en disant aujourd'hui on n'est pas américain mais on veut faire un jeu situé aux US, il va falloir juste un petit peu bosser et se documenter, et donc ça passe effectivement par le fait bien sûr d'avoir un dialoguiste qui va vraiment en termes de ça va au-delà même du pays, mais ça va aussi de la génération qu'on représente par rapport au personnage de Sean et Daniel. On avait un autre enjeu sur Twin Mirror, c'était plus sur une petite ville de la Virginie occidentale. Donc pareil, là c'était aussi pas que se documenter d'un niveau géographique, mais aussi sous le passif et les enjeux sociétaux que traversait la région. Et peut-être aussi un mot sur Tell Me Why, qui est un jeu aussi qui se passe justement en Alaska, qui touche certains thèmes qui sont très forts et qui nous ont fait travailler avec des représentants des natifs de l'Alaska, par exemple, quelque chose de très important pour vraiment retrouver cette authenticité. Avec l'association GLAD pour le personnage de Tyler, pour ce personnage-là, pour garder une authenticité sur un personnage transgenre, ce qui était quelque chose de très important pour nous aussi. Donc c'est effectivement lire bien sûr, se documenter bien sûr, aller sur place bien sûr, mais aussi échanger, comme tu dis, avec les personnes qui sont vraiment touchées ou qui représentent les personnages qu'on veut illustrer dans le jeu pour préserver cette authenticité. Et là, on a été pas mal aidé sur Tell Me Why, on a été pas mal aidé par Microsoft qui pouvait nous pousser, nous ouvrir les bonnes portes, on va dire, pour développer ces thèmes-là. Alors, je vais demander à la régie de nous envoyer les images de Tell Me Why, qui est normalement le film numéro 3, mais puisqu'on aborde en fait Tell Me Why, on peut évidemment montrer quelques images. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une immersion, il y a une narration qui est au sujet. Et d'ailleurs, il y a une approche qui doit être aussi faite de telle manière à ce que l'immersion soit possible. Et puis, il y a des thèmes qui sont extrêmement importants. Comment vous avez abordé en termes d'écriture ce projet ?
C'était un projet qui a connu plusieurs versions en fait. C'était assez étonnant jusqu'à ce qu'on trouve vraiment le bon équilibre et là quelque chose qui c'est peut-être un point que Samuel tu pourrais mieux expliquer que moi, c'est le côté dans la société un certain nombre de valeurs, un certain nombre de thèmes qu'on a envie de faire passer dans le jeu. Et parfois ça, l'histoire ne touche pas assez. Donc il y a eu plusieurs itérations sur cette histoire-là. Même si étonné par le changement et de suivre, nous courir après. She was never going to let me be anything but her little girl. Voilà, c'est vraiment c'est une sensibilité de l'équipe créative, c'est une sensibilité de la core team, puisque une core team chez Dortmund est vraiment l'équipe qui est au cœur du projet, qui démarre le projet et qui va le porter sur toute la longueur, hein, puisque développer un jeu c'est quand même 3, parfois 4 ans sur les gros titres. Donc c'est vraiment elle qui va être à l'initiative en quelque sorte du concept, pour vraiment se l'approprier, et quand parfois le concept ne leur convient pas, ils sont obligés d'itérer jusqu'à ce qu'ils soient vraiment complètement heureux dedans. Et voilà, alors ça ne les empêche pas que parfois on leur dit oui mais ça coûte trop cher, donc attention, il faut un peu baisser les coûts ou réajuster sur certaines choses. Mais voilà, avant tout, ce qui est le plus important dans la création, dans l'écriture, c'est de se dire ok, c'est un projet, ça va durer longtemps, c'est beaucoup de gens impliqués, donc il faut que ça soit vraiment, que ça résonne avec l'équipe créative et que ce soit vraiment elle qui le porte. Samuel, je pense à vous parce que du coup je me dis, studio parisien, il y en a 2 majeurs qui font des jeux narratifs. On a Quantic Dream et finalement on a Dontnod. On a eu Telltale il y a quelques années aux États-Unis. Comment on peut expliquer que finalement c'est en France qu'on a les meilleurs jeux narratifs? Comment on peut l'expliquer? Coïncidence, je dirais. Non, en fait, je sais pas si... comme l'a dit justement Oscar, il n'y a pas de volonté d'être franco-français dans notre approche de la création de jeux. Je pense qu'au contraire, l'idée, c'est vraiment d'être capable de s'adresser à des cultures très différentes, que ce soit une culture européenne ou nord-américaine, voire même au-delà. Et le côté French Touch, pardon, je m'en suis toujours pareil méfié. Clairement, chez Dontnod, on a envie de faire les choses effectivement à notre manière, dans la manière de raconter les histoires, et donc ça, je pense pas qu'on pourra le changer. Même si Oscar Aumont voudrait que ça change, je pense que voilà. Mais c'est bien. Et donc je pourrais pas dire qu'effectivement en France il y a forcément il y a beaucoup de studios de jeux en France. Il y en a beaucoup. Je les trouve tous très talentueux et c'est très divers. Mais c'est vrai que nous on a la chance d'avoir un créneau qui est le jeu narratif, et c'est vrai que Quantic fait aussi d'excellents jeux. Oui, parce que là on parle quand même de millions de ventes. En France, on a des jeux qui font la dizaine de milliers, centaines de milliers, on est déjà très très content. Là, on parle de millions de ventes, c'est des succès vraiment internationaux. Et puis, avec des titres qui sont doublés en anglais. D'abord, c'est des settings qui sont en Amérique du Nord. C'est aussi le cas chez nos amis de Quantic. C'est assez fort quand même. Je ne sais pas si on restera toujours en Amérique du Nord. Je pense que certaines équipes seraient prêtes, mais non, oui. Là-dessus, c'est une collaboration aussi avec nos éditeurs qui, sont pas qu'on se dit qu'on veut tout faire en Amérique du Nord. C'est pas une règle qu'on impose à qui que ce soit. C'est parce que, encore une fois, c'est un choix créatif. C'est l'histoire telle qu'elle a envie d'être racontée. Là, effectivement, dans Life is Strange 2, ça résonnait avec ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là. C'était l'Amérique de Trump, c'était une histoire de 2 fils d'immigrés mexicains c'était des choses qui touchaient nos créatifs et qui avaient envie de raconter cette histoire-là.
Vampire, c'est à Londres, donc voilà, on est déjà, comme vous le rappeliez aussi, Remember Me, c'est à Paris, donc on a quand même fait des choses à Paris. Et vous avez commencé à Paris. On a commencé, pourquoi pas en refaire un jour. Donc non, c'est juste que c'est vraiment pour nous, comme le choix des personnages, le choix des lieux, le choix des gameplays, des interactions, etc. Tout ce il faut que ça nourrisse tout le propos, il faut que ça soit cohérent et que ça nous emmène là. On a envie ça soutient le voyage émotionnel qu'on veut faire vivre aux joueurs. Mais finalement, c'est ça le plus compliqué, c'est de trouver le propos pour ensuite se dire, mais donc c'est quoi les personnages, c'est quoi, où on va raconter l'histoire. Et en général, ça se passe comme ça. Alors, du coup, on en revient à la notion d'idée, c'est-à-dire à la conception. On a un sujet, on aimerait aborder des thèmes. On sait qu'on a plutôt l'envie d'aborder aussi un environnement, un contexte. Comment on fait pour être certain que l'idée qu'on a d'aborder ce sujet soit la bonne? Parce qu'on sait très bien qu'il y a la fausse bonne idée. Il y a parfois aussi des idées qui au départ étaient un petit peu délicates, mais en fait on s'aperçoit qu'en fait c'est des vraies trajectoires. Comment ça se passe? Il y a un processus créatif, il y a de la direction de création chez Dontnod. Comment ça s'effectue? C'est très très simple, très très facile. Vous prenez des créatifs, une équipe de conception, vous les enfermez dans une pièce, ils s'engueulent et ça ressort et ils ont un jeu. En fait, non, plus sérieusement, c'est en fait ce qui est vraiment important pour nous, c'est que que c'est une œuvre collective. Donc, lorsqu'on fait référence à une équipe de conception, souvent, c'est 3, 4, 5, 6 personnes en fonction du type de jeu. Une des constantes chez Dontnod, c'est au moins d'avoir un DT, un directeur technique, un directeur narratif, un directeur créatif. En fonction du type de jeu, certains jeux sont peut-être plus propices à avoir une dimension cinématographique, donc il y a peut-être un réalisateur. Et là, je vous parle bien de compétences, pas forcément de personnes, parce que peut-être qu'une personne va avoir une double casquette. Donc tout dépend effectivement de l'envie ou de la piste de jeu qu'ils ont. Et donc il y a toute une phase qu'on appelle la conception, où tout l'enjeu justement, c'est qu'ils soient capables de formuler l'idée de jeu et de savoir ce qu'ils veulent faire. Et il faut justement qu'ils arrivent à l'exposer, nous convaincre d'une certaine manière en disant voilà le propos du jeu, c'est ça. Voilà les personnages, voilà l'histoire, etc. Et on y va. Mais c'est donc un pitch. Alors, c'est un peu plus qu'un pitch parce que ça prend plusieurs mois en fonction de certains projets. Mais souvent, je le vois au jour le jour, c'est très itératif. Donc, ils peuvent avancer jusqu'à un certain point, reculer, avancer, dire c'est cool. Nous, on est complètement sceptiques, ça ne répond pas, donc ils retournent travailler. Enfin, donc, voilà. Avoir une idée, c'est compliqué. Avoir une bonne idée, c'est très compliqué. Avoir une très bonne idée qui dure dans le temps et surtout après qui va engager toute une équipe pendant plusieurs années, c'est voilà. Donc c'est pour ça que on essaye. En fait, en général, moi je m'aperçois que plus l'équipe connaît son propos, sait exactement où elle veut, plus elle peut l'expliquer simplement et clairement. Oui. Et après, chaque équipe peut avoir divers moyens d'exprimer. En fait, on ne formate pas la manière de faire des conceptions. Dites-nous ce que vous voulez faire, clairement. Donc après, ils peuvent très bien avoir un script. Ça peut être des moodboards, ça peut être parfois des mood trailers pour nous aider à nous projeter dans l'univers. Mais voilà, c'est une des étapes très importantes en interne. C'est cette conception pour ensuite se dire, mais on va passer en pré-production pour ensuite se dire, mais comment on va le faire et voilà. Alors, à quelle étape vous êtes arrêté pour vous dire, OK, pour amorcer la communication de Life is Strange 2, on va faire une démo gratuite qui sera assez longue et qui s'appellera pas du tout Life is Strange et qui va s'appeler Captain Spirit. Comment d'où ça vient? Ça va être long à expliquer ça. C'était comment déjà? C'était le nom d'un cocktail, hein, Captain Spirit, je crois, non, pendant la production. Non, on boit pas d'alcool là.
Non, c'était tout simplement qu'à la fin, enfin, il y a eu une période assez longue en fait de réflexion entre, et ça aussi c'est quelque chose d'important, hein, comme Samuel le soulignait, c'est que cette phase, vous appelez d'immersion, que nous on appelle plutôt phase de conception, ça peut prendre du temps. On venait de finir Life is Strange 1, il y a eu vraiment, c'était dur, hein, c'était très long de prod, c'est épisodique, donc c'est un épisode tous les 2-3 mois, c'est 5 plateformes, les consoles, machin, le PC, tout ça. Enfin, c'était lourd pour les équipes. Et donc, ils avaient besoin de souffler et de s'y remettre, et de trouver la bonne idée. Et trouver la bonne idée, on la trouve pas forcément tout de suite. Donc, mais on a une communauté, on a des gens qui nous suivent. Le retour des joueurs est extrêmement important, parce que les idées, nous il faut qu'on soit convaincus, mais derrière il faut qu'on fasse les playtests, les focus tests, il faut que il faut qu'on ait aussi une adhésion des joueurs derrière ça, de la communauté. On a la chance aujourd'hui chez Antenne d'avoir près de 4 millions de personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux sociaux, donc c'est super important pour justement ne pas les décevoir et peut-être aussi les faire un peu participer au travail qu'on fait à travers justement ces playtests et ces focus tests. Et donc cette période qui devenait assez longue entre la fin de Life is Strange 1 et le début de Life is Strange 2, on s'est dit il faudrait qu'on fasse un truc parce que puis on en a pas mal parlé avec Square Enix aussi à l'époque, et on s'est dit peut-être faire un jeu gratuit entre les deux, ça fera plaisir à la communauté et ça permettra de garder les fans dans l'univers, puis ça teasera sur Life is Strange 2, puisque les personnages de Life is Strange 2, on les retrouve à la fin de Captain Spirit, qui est une très jolie histoire, un petit garçon et son père avec je vais pas en dire plus, le jouet, c'est comme beaucoup de jeux Dontnod, c'est très émouvant, c'est une belle histoire. Mais qui peut plaire justement aux parents, qui peut plaire aux enfants. J'ai l'impression de parler comme un commercial de jouets, mais ça c'est vraiment un truc auquel on tient beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui a du sens pour les joueurs comme pour d'autres gens. Donc voilà. Donc c'était de mettre un truc entre les deux pour quelque part faire en sorte que notre communauté puisse avoir un peu de Life is Strange entre deux gros jeux qui étaient assez séparés de quelques années. On va aborder maintenant la phase de formulation, qui est une phase chez nous qui consiste vraiment à établir certaines certitudes autour de la concrétisation de certaines idées. Et c'est évidemment toujours, chaque étape est importante, mais celle-ci elle est encore plus cruciale parce qu'elle va encore déchaîner pas mal de prod. On va regarder Vampire, le trailer du jeu qui se passe à Londres. Et l'objectif un petit peu, ça va être de nous raconter comment vous avez abordé évidemment cette phase, parce que si je comprends bien, donc la conception chez nous c'est l'immersion, enfin voilà. Et donc du coup, vous avez effectivement donc travaillé d'après des moodboards et vous avez concrétisé cette approche. Vous avez commencé à établir effectivement des guidelines artistiques pour éviter de refaire peut-être ce qui a déjà été fait auparavant sur un thème comme celui-ci qui est quand même assez convenu au cinéma. Comment ça s'est passé ? Ah oui, c'était une vraie volonté encore une fois, par la place des équipes créatives, bien sûr que je peux pas aujourd'hui, c'est vraiment eux qui créent les jeux, c'est pas moi. Là vraiment l'approche de Stéphane Beauverger, notre directeur narratif, qui avait vraiment envie d'écrire une histoire. Vous pouvez voir en général dans le monde des vampires, donc c'est très différent du vampire, on va dire antique, ou au contraire d'un vampire un peu horrifique, c'est plus proche de ça, on peut voir dans certains films aussi. Donc là c'était de voir le mythe du vampire un peu comme une maladie. Mais on est donc à Londres, on est en 1919 après la Première Guerre mondiale, pendant l'épidémie de la grippe espagnole. Et donc déjà pas mal, c'est une épidémie qui a tué je crois 20 millions de personnes, donc quelque chose de
très lourd. Toute l'Europe était touchée. Londres était très, très, très touché par cette maladie. Et en parallèle de ça, donc on est médecin, on est censé soigner les gens. Donc c'est le personnage de Jonathan Reed qui est le personnage principal du jeu, et on se retrouve transformé en vampire justement pendant cette pandémie. Donc on a cette lutte intérieure entre soigner, aider, essayer de guérir des gens, et puis en même temps avoir une soif de sang irrépressible. Donc on crée ce dilemme. Mais ce qui était aussi extrêmement important pour nos créatifs, c'était de dire ok, on est vampire, mais on peut peut-être tuer quelqu'un, mais qu'est-ce que ça représente de tuer quelqu'un? Qu'est-ce que ça va produire comme conséquence dans le monde du jeu, et laisser toujours le choix. C'est-à-dire, on peut très bien faire tout le jeu. Voilà, il y a d'autres challenges dans ce cas-là, mais on peut passer le jeu sans tuer qui que ce soit. Et en tout cas, si on décide d'aller vers le côté un peu obscur, d'aller vers le vampirisme et de prendre une vie, dans ce cas-là, on va en voir les conséquences. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie voilà, on tue un parent, que deviennent les enfants dans le couple, comment ça se passe, et donc de faire vraiment réfléchir le joueur. Bon, c'est une histoire assez sombre, vous le sentez bien, c'est pas hyper, mais pourtant c'est beau à jouer, il y a vraiment un truc différent, je pense, et voilà, c'est un truc, c'est une approche différente. Alors je sais plus quelle était la question, mais j'ai répondu. Super. Quel a été le jeu le plus facile à pitcher auprès des éditeurs, finalement, si on revient là sur les 10 dernières années? Bon, c'est forcément Life is Strange 2, hein, c'était facile. Une fois qu'on a fait le 1, c'était un succès monumental. Forcément, l'éditeur a envie de faire le 2, quoi. Mais quand même, comme on n'avait pas utilisé les mêmes personnages, comme pour nous, l'histoire de Max et Chloé était finie. Enfin, il y avait un prequel fait aussi par Deck Nine, mais en tout cas, nous, on avait envie de raconter une autre histoire. Et donc là aussi, on a été un peu challengé quand même de dire bah oui, mais vous êtes sûr, est-ce que ça vaut mieux, etc. Donc il y a toujours, c'est toujours quand tout processus créatif, il y a une étape de conviction. Il faut emmener les gens avec soi. C'est extrêmement important. C'est pas juste avoir une idée, c'est vraiment avoir une idée, mais la communiquer et emmener les gens. C'est en interne, en externe, les joueurs, les équipes. Enfin, tout ça, c'est ça une bonne idée. C'est une idée qui peut se diffuser, en fait, qui à un moment prend vie, elle ne reste pas dans l'équipe de conception, et à un moment ça va convaincre toute une équipe de les suivre, de se mettre en ordre de marche. Ça va convaincre un éditeur, ça va convaincre le public. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point parfois il faut soit effectivement rester ferme sur ses positions et assumer, dire non, effectivement, on va tourner la page de cette histoire, on va en raconter une autre. Et puis parfois, je pense qu'il est intéressant de légèrement défier l'idée initiale, justement, pour qu'elle puisse continuer à se développer. C'est ce que dit Olivier Altman, grand directeur de création, qui est multiples fois récompensé en création publicitaire, qui expliquait qu'une bonne idée, c'est l'envie irrépressible de vouloir la partager. Donc, parce qu'elle est fédérante, parce qu'elle aimante, parce qu'elle rapproche, quoi. Donc ça va tout à fait dans ce registre-là, ouais. Effectivement, je peux être persuadé d'avoir la meilleure idée du monde, mais si je suis le seul, non, là ça n'ira pas loin. À part si vous êtes Hideo Kojima, mais peut-être. Alors, la question piège. Je pense que il a quand même de nombreux fans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelqu'un d'assez finalement clivant sur ses choix. Moi, je connais autant de gens qui adorent Metal Gear Solid comme ils détestent Metal Gear Solid. Death Stranding, c'est encore plus clivant. Mais je trouve que, en fait, il a réussi à emmener son idée jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça, là-dessus, pour savoir effectivement à quel point développer un jeu, c'est compliqué, il a beaucoup de mérite par rapport à ça. Et il fait des jeux qui sont de plus en plus cinématographiques, un petit peu à la manière, en fait, c'est un jeu cinématographique à la japonaise. Alors, il a toujours fait beaucoup de cinématographie, même sur ces jeux en 2D. Bien sûr. Mais ce que je trouve par rapport effectivement à des jeux nous qu'on peut faire, c'est que c'est très systémique. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de gameplay, de systèmes, de sous-systèmes. Et donc, c'est assez intéressant comme approche.
Alors du coup, vous de votre côté, est-ce que vous avez l'habitude de jouer aux jeux de la concurrence ou alors des jeux qui n'ont rien à voir mais qui peuvent donner des idées, même des jeux de plateforme, etc. Est-ce que c'est quel est le processus un petit peu chez vous? Je pense que pour trouver l'inspiration, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas jouer aux jeux vidéo. Je pense que c'est intéressant de se tenir au courant de ce qui se passe, de connaître le contexte concurrentiel. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à trouver dans toutes les autres formes d'art, le cinéma, la littérature, le théâtre, la musique. Et parce que je pense que ce médium a souvent été victime un petit peu de... Il y a un côté autocomplaisant de s'auto-référencer et de tourner un petit peu en boucle sur ce qu'on fait. Et Oscar le soulignait, il y avait une des envies, c'était de se rapprocher de la série américaine avec, je ne sais pas si je veux dire l'âge d'or d'HBO, mais appelons ça comme ça pour le moment. Mais donc c'était plus effectivement faire un contrepoint avec ce qui se passe dans d'autres champs culturels. Voilà. Donc je pense que moi, je n'ai plus trop le temps de jouer. J'ai le nombre de jeux qui s'empilent ou qui restent sur mon disque dur. Donc j'essaye toujours effectivement de commencer beaucoup de jeux. Je les termine rarement, malheureusement. Mais non, on essaye vraiment de comprendre ce qui fait l'intérêt d'un jeu, de sa spécificité. Moi, il y a encore des jeux, je voudrais avoir le temps d'y jouer, mais je pense que le dernier qui m'a vraiment que j'ai à peine commencé, c'est Disco Elysium. Excellent. C'est un jeu, un RPG dans une représentation assez old school, avec un propos assez fort, des personnages atypiques. Ça, je trouve que ça, voilà, ce sont des ovnis qui passent. Et ben ça, on se dit c'est intéressant, faut regarder. Après, ça m'empêche pas de jouer au énième Call of Duty, mais je le fais de manière différente. Alors ça, c'est un sujet intéressant aussi parce que vous êtes des indépendants. Vous avez travaillé des collaborations avec des énormes studios ou alors même des studios qui sont aussi plateformes. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en 2010, il y avait le petit jeu indé AA voilà, qui était à peine regardé par la presse. Et maintenant, finalement, quand on est un bon jeu indépendant, on a peut-être plus de chances d'avoir des articles intéressants qu'un Call of Duty ou autre. Après, voilà, les Call of Duty, c'est quand même des grosses machines, hein, ça marche bien, ça fonctionne bien. Moi, voilà, il peut m'arriver de jouer à ce type de jeu-là aussi. Il peut m'arriver de jouer à FIFA, il peut m'arriver de jouer. Je joue aussi, bien sûr, aux jeux de Quantic, aux jeux de Naughty Dog, qui sont des jeux magnifiques aussi. Donc, non, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, la distinction AA, AAA, c'est un peu difficile à dire. Ça dépend dans quoi, quelle est la partie qu'on va pousser. Est-ce qu'on veut tout faire bien, peut-être sans faire quelque chose de vraiment mieux que les autres. Donc, nous, notre approche, c'est vraiment d'essayer de définir quels sont nos combats, quelles sont les choses qu'on a envie de faire passer, c'est quoi les choses importantes pour le projet, et ça, pousser les potards à fond. Je pense que ce qui était intéressant, c'est que ça a quand même, la manière dont a été fait Life is Strange, enfin la manière dont il a été traité, je pense que ça t'a quand même permis t'as été sollicité sur certaines interviews, sur des médias qui n'étaient pas spécialement axés jeux vidéo. Je pense que d'une certaine manière, je sais pas si ça a ouvert plus de couverture, ça a amené une couverture différente. Et donc ça je l'ai bien noté en fait. Non mais ça c'était très important, c'est-à-dire que se dire que le jeu vidéo c'est plus cantonné sur un type de public, sur un type de lieu, etc. Non, maintenant on est ouvert, on peut parler aussi de parité de plus en plus forte dans notre industrie, et c'est super important. Donc oui, il faut s'ouvrir. Il faut jouer au jeu. Si on parle aux étudiants, il faut jouer au jeu, mais il faut lire, il faut aller au cinéma, il faut aller au théâtre. Bien sûr, Alors après, bien sûr, une journée malheureusement n'a que 24 heures et est déjà bien pleine, mais c'est pas une excuse. Il faut quand même le faire. Alors, est-ce qu'un élément d'immersion, vous parlez effectivement de plusieurs sources d'inspiration.
est-ce que dans un cadre d'immersion, vous pourriez être aussi amené à travailler sur plusieurs devices ? Par exemple, HBO avait sorti une campagne il y a des années où c'était un immeuble qui était représenté et il y avait plein d'histoires qui se passaient dans cet immeuble. C'était pour valoriser le fait qu'HBO proposait une immersion dans une réalité et qu'on pouvait, nous aussi, interagir avec tous ces éléments d'histoire. On peut parler de HBO, mais on peut parler aussi de Facebook, là, qui vient d'annoncer qu'ils embauchaient 10 000 personnes en Europe pour créer leur fameux métaverse. Oui. Pour ceux qui ont vu c'est quoi le film de Spielberg, la Player One. Ready Player One, ouais. On a fait une Creative Talk sur le métaverse. C'était la première Creative Talk de l'année. Voilà, donc... je ne sais plus quelle était la question, mais c'est... Device multicouche. Vers quel device, sur quoi? Oui, c'est des choses qui sont... aujourd'hui, on fait de la console, mais on fait aussi, on va faire, ou on veut faire, en tout cas... voilà, j'annonce rien, mais on veut faire aussi du mobile, et c'est des choses qui sont aussi très importantes pour nous. Donc, comment le faire? Est-ce qu'on va le faire sur un casque? Est-ce qu'on va le faire sur une tablette? Est-ce qu'on va le faire sur sa télé du salon? Est-ce que la télé du salon elle existe encore? Enfin, tout ça, c'est des questionnements qu'il faut se poser. C'est super important. Et il faut pouvoir raconter la bonne histoire avec le bon médium, je dirais, pour l'emmener. On regarde aussi ce qui se passe sur Netflix, par exemple, avec tout ce qui est séries interactives. On trouve pour l'instant pas encore... on trouve pas... Enfin, moi, personnellement, je trouve pas encore assez bonne. Je trouve que Life is Strange, les mécaniques sont plus travaillées, quoi. Et je pense qu'on a encore un peu d'avance, nous, dans notre industrie, sur l'interactivité, donc c'est bien. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent et c'est super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, ce genre de plateforme, est-ce qu'elle vous contacte potentiellement pour créer des nouveaux contenus, pour gamifier un petit peu leur plateforme? Parce qu'on l'a vu, Amazon s'est mis aux jeux vidéo. Bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Non, mais c'est super important parce que pour ces plateformes-là, c'est comment elles vont capter de l'audience, comment elles vont capter du temps de leurs abonnés. Et le jeu vidéo, et on parlait d'immersion, est plus immersif qu'une série télé. Une série télé, on l'arrête, on peut la reprendre, machin. Voilà. Alors que quand on rentre dans un jeu, on va être immergé, on va y passer plus de temps. Donc c'est un vrai enjeu pour ces plateformes, l'interactivité. Et c'est pour ça que, bien sûr, nous font les yeux doux depuis un moment. On regarde tout ça. On discute avec eux, que ce soit Amazon, Netflix, mais aussi tout ce qui se passe, toute l'évolution chez Microsoft, toute l'évolution chez Sony, etc. Donc non, c'est tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tuyaux. Et on a la chance d'être au centre de ces tuyaux en tant que créateur de contenu. On peut dire que content is king, comme dirait, ce qui est encore d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a encore quelques mois ou quelques années. Ouais. Alors, on va aborder maintenant le dernier trailer qui est Twin Mirror. On a parlé de Black Mirror, on va aborder Twin Mirror. On va le lancer en régie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce projet ? Cette fois-ci, plutôt d'un point de vue peut-être technique, pour aborder la dernière partie de notre méthode ici à Sub de création, l'exécution. Ce qui est assez intéressant sur ce jeu, c'est qu'on a fait beaucoup de... En fait, il y a eu deux sujets qui ont été assez complexes. C'est déjà effectivement rendre authentique et crédible une petite ville de Virginie occidentale. Donc effectivement avoir effectivement des personnages authentiques, crédibles et donc c'était beaucoup de... Je vais revenir sur l'aspect documentation. Je me rappelle que notre DAP Pierre-Étienne avait fait beaucoup de... À une époque, il était effectivement sur... Merci Google Maps, enfin essayer de revoir effectivement tous les angles de rue d'une petite ville américaine. Et c'était... ce qui était... d'une certaine manière compliqué, c'est pas simplement de rendre le lieu crédible, mais c'est de voir en fait comment il est habité,
comment sont les gens, comment ils se comportent, comment ils évoluent, et surtout qu'est-ce qu'ils ont comme préoccupation dans la tête. Et je crois qu'un des sujets abordés dans le jeu, effectivement, c'est la drogue. En fait, c'était en se documentant sur la région et sur ce qui, effectivement, avec la fermeture des mines, comment, effectivement, il y a eu un problème sur je ne me rappelle plus le nom du médicament, de tête. Mais c'est un fléau, c'est un vrai fléau aux États-Unis aujourd'hui. Une addiction à certains tranquillisants, antidouleurs, voilà, qui est extrêmement lourde et qui provoque des dépendances et des morts assez. Et donc trouver un ton, ça a été long. Je me rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de. Je me rappelle d'une concept artiste juive qui a eu beaucoup effectivement de concepts de personnages, parce que justement ce qu'elle trouvait intéressant, c'était d'arriver à rendre ça à travers les personnages, leurs attitudes, et je pourrais pas vous compter le nombre d'itérations. Je pense mais je crois que c'est sur tous nos projets, le nombre d'itérations sur l'apparence des personnages change vraiment tout au long de. Donc on a eu beaucoup de challenges là-dessus en termes de création. Oui, c'est aussi parce que quand on va montrer une première version, que ce soit un éditeur ou sur des playtests qu'on s'auto-édite, on a des retours des joueurs qui peuvent dire tel personnage, je trouve qu'il marche pas forcément bien, il est peut-être pas assez fort pour cette histoire-là. Donc là, il faut tout de suite réagir, il faut tout de suite être capable d'améliorer pour justement pouvoir toucher le public derrière. Donc il y a tout ce travail-là qui était hyper important sur Twin Mirror, d'arriver vraiment à une qualité de jeu, une qualité de perception sur le titre. Et ça nous a pas mal demandé de travail sur cette partie créative-là. Ouais. Après, le setting, c'est toute l'histoire, comment on va déjouer cette enquête policière, comment on va démasquer ces meurtres, ces histoires de drogue qu'il y a dans ce jeu, et comment on va résoudre le mystère qui est derrière. C'est hyper important que ça soit ancré dans la réalité, parce que même si il y a un côté enquête qui est assez fun, qui est assez qui porte, qui emmène le joueur, qui va l'emmener, il faut que ça soit ancré, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité, la question du sens, elle est hyper importante pour tous les joueurs, quoi. Alors, Oscar, est-ce que, après quelques années, vous êtes fier de Dontnod quand, par exemple, vous voyez des références dans des séries comme Stranger Things ou Riverdale directement à vos titres? Est-ce que on se dit finalement j'ai peut-être fait quand même quelque chose qui a marqué les gens? Si tu dis non, je me casse. Non, mais bien sûr, évidemment, c'est hyper gratifiant, c'est génial. Je me souviens d'une petite anecdote. Je me souviens un soir, je suis chez moi, on vient de finir de manger, et puis on me ping, et puis il y a une vidéo YouTube, je pense, sur YouTube, de fans de Dontnod. Et c'était les fans se sont filmés eux-mêmes, sont capturés par Skype ou je ne sais quel moyen, et chacun disait merci, mais dans toutes les langues de tous les pays du monde. Et c'était délirant. On avait Shukran Dontnod, Siba Dontnod, Gracias Dontnod. J'avais presque les larmes aux yeux, quoi. Enfin, c'était hyper touchant, quoi, d'avoir ça. Même moi qui suis d'origine polonaise, il y avait Dziękuję Dontnod, il y avait tout, quoi. Vraiment, c'était. Donc ça, oui, on ne peut pas ne pas en être fier, quoi. Enfin, c'est un énorme merci à tous nos fans. C'est un truc qui est hyper fort. Ouais. Après, d'une certaine manière, ça nous rappelle qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Il faut qu'on arrive à avancer. Parce qu'effectivement, moi, c'est effectivement les lettres reçues au studio. Effectivement, c'est avec des gens qui expliquent comment effectivement avoir joué à un jeu vidéo, ça a pu changer leur vie. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Enfin, jouer à un jeu, ça n'a jamais changé ma vie. J'ai pris beaucoup de plaisir, certes, mais voilà, moi, à titre personnel, j'ai jamais fait cette démarche d'aller écrire un studio de jeux vidéo en disant, voilà, avec ce que j'ai joué, ça a changé ma perception de ma vie.
Donc là, on peut être que humble et essayer de continuer du mieux qu'on peut. On approche petit à petit de la fin de cette diffusion. Vous savez qu'après, vous avez une petite demi-heure avec les étudiants off-record pour répondre à leurs questions. Je les ai vus préparer consciencieusement leurs questions sur leur calepin, feuilles et autres. Avant de conclure cette diffusion, est-ce que vous auriez peut-être un conseil, une recommandation à donner à nos étudiants, peut-être chez vous des alternants aussi également. Comment ça se passe, par exemple, si on est étudiant en game design et qu'on souhaite intégrer votre studio, comment ça se passe C'est déjà, premièrement, je peux les féliciter parce que je pense qu'ils ont choisi la bonne voie, ou elle et ils ont choisi la bonne voie. Vraiment, c'est un super métier, c'est un métier c'est une industrie qui est en plein développement. Donc vraiment, vous êtes à la bonne place, vous avez fait le bon choix, ça, c'est sûr. Après, plus précisément chez nous, on a un site web, il y a plein d'offres. Il y a des offres. Et il y a un certain nombre d'autres sociétés, bien sûr, en France. Aujourd'hui, vraiment, on est les talents, c'est ce qui est presque plus précieux aujourd'hui dans notre industrie. Donc, n'hésitez pas à candidater, même si il n'y a pas forcément les offres qui correspondent à vos profils. Il faut quand même candidater, c'est toujours bien. Il y a des besoins qui peuvent s'ouvrir. Et c'est une industrie qui recherche tellement les talents. Alors c'est peut-être plus dur au début, quand on sort d'école, c'est toujours plus dur que quand on a 2-3 ans d'expérience. Mais il faut avoir confiance, il ne faut surtout pas lâcher. Là, on est vraiment sur le bon. Vous êtes sur la bonne voie, c'est clair. Et au niveau de l'alternance aussi, on commence à en faire aussi à Docton. On a déjà quelques alternants, là, donc on va continuer à développer ça. On pense que c'est très important de se renouveler. Pour nous, c'est fondamental. Quand on a, par exemple, avec Life is Strange, très récemment, on a décidé, après Life is Strange 2, de séparer l'équipe en deux et de vraiment faire monter un certain nombre de jeunes, déjà expérimentés, parce qu'ils ont déjà pas à la position de directeur créatif ou producteur. Donc c'est vraiment pour faire remonter des jeunes talents encadrés par les plus anciens. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et je pense que vous avez vraiment quelque chose à apporter parce que vous êtes en connexion directe avec nos joueurs. Moi, je ne veux pas dire quel âge j'ai, mais j'ai beaucoup plus âgé que vous. Et donc, cette connexion, comme le disait aussi Samuel, elle est plus difficile à établir aujourd'hui. On joue peut-être un peu moins, on a un peu moins de temps, etc. Donc oui, c'est Dontnod est une société qui est jeune, qui veut recruter, qui veut construire de nouveaux talents. Et aussi qui veut recruter, ce qui est très important dans la parité. Donc les recrutements l'an dernier, nous avons recruté autant de femmes que d'hommes, même si historiquement le jeu vidéo est un milieu masculin, et c'était compliqué encore jusqu'à pas longtemps de trouver les profils, ou même des candidates, parce qu'il n'y avait pas de candidates, c'est simple. Maintenant on essaye de faire un gros effort là-dessus, et je pense qu'il y a toute l'industrie à faire un effort là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui on arrive à avoir candidats, et recruter autant de femmes que d'hommes, parce que je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire qu'à terme on va vraiment avoir une société, une industrie où il y aura une vraie parité hyper importante. Alors, peut-être juste pour conclure, Dontnod a ouvert un nouveau studio donc à Montréal. Où se situera Dontnod dans 5 ans ? On va être les maîtres du monde, évidemment. On a une stratégie de développement, mais comme on est coté en bourse, on ne peut pas trop en parler. Ça sera off-record alors. On a une belle stratégie, un beau développement, plein de projets, plein d'ambitions. Que ce soit, comme je disais, sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, on est beaucoup console PC. On a vraiment envie d'aller sur les plateformes mobiles et on pense qu'il y a vraiment un truc à apporter sur ces plateformes-là avec la narration, etc. Et d'un autre côté, tout ce qui est
de manière toujours responsable, toujours avec nos valeurs, tout ce qui est des choses qui permettraient aussi à nos communautés de nous apporter des choses, enfin, ou de partager des choses avec nous, de pouvoir écrire des histoires ensemble, pourquoi pas, de faire des choses comme ça, voilà, c'est aussi ces axes-là qu'on a envie de développer. Un petit mot pour conclure. Effectivement, entre Dontnod qui se lance en 2008 avec un seul projet, aujourd'hui on en a 7, dont un externe, dont un effectivement de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui c'est ça qui est un des challenges, c'est de pouvoir les mener à leur terme. Et je suis très impatient que les joueurs découvrent les jeux qui sont actuellement en conception, donc je sais que ce ne sera pas avant un certain nombre d'années. Mais je pense que ça montrera qu'effectivement, Dontnod a encore quelques atouts dans sa manche. Eh bien, on va vous remercier infiniment avec un tonnerre d'applaudissements. Merci. On va aussi remercier les équipes de Dontnod qui nous ont aidés à préparer cette émission. On va remercier Elvis, Gigi à la réalisation, Alexandre à la photo, et puis tous les étudiants de Image Réalisation qui nous ont aidés à monter cette opération aujourd'hui. Merci Idir pour nous avoir accompagnés. On a rendez-vous demain pour un joli moment, puisqu'il y a un lancement de clip pour NSR, un Straight Road, qui a été réalisé par un de nos étudiants. Donc ça va être un joli moment, une jolie soirée. On vous remercie infiniment. Merci encore. Et puis, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis à bientôt pour la Creative Talk déjà numéro 4. Merci.